Lors d'un rendez-vous avec des représentants de la presse nationale diffusé vendredi 26 novembre 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il envisageait de demander la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. Pour lui, il est impératif de permettre à l'Algérie de bénéficier des exonérations douanières que prévoit cet accord de façon à conforter son économie et à renforcer sa production et ses exportations. Je le cite, je pense que l'accord d'association avec l'Union européenne est le résultat d'une faiblesse de l'État algérien. L'Union européenne est inévitable et l'accord d'association avec cette communauté est nécessaire pour de nombreuses raisons. Néanmoins, tout accord économique doit être mutuellement bénéfique. Fin de citation. Le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré les mêmes propos lors de l'ouverture le 4 décembre de la même année de la conférence nationale sur la relance industrielle. L'actuel accord d'association avec l'Union européenne a été signé en 2002 par feu Abdelaziz Bouteflika qui lui a accordé tous les privilèges au détriment de l'intérêt national dans le seul but de préserver son pouvoir aussi longtemps que possible selon plusieurs observateurs. Les Européens ont profité de cette situation pour imposer à l'Algérie l'importation de produits industriels et agricoles d'Europe en contrepartie de l'achat de ses hydrocarbures, notamment le gaz. Et pour cause, entre 2005, date d'entrée en vigueur de l'accord, et 2019, l'Algérie a importé pour plus de 283 milliards d'euros des États de l'Union européenne, dont la France, premier pays bénéficiaire avec 25% du total des importations, puis l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Ces quatre pays totalisent à eux seuls plus de 70% des exportations européennes de biens finis ou semi-finis vers l'Algérie. Durant la même période, cette dernière n'a exporté qu'un peu plus de 13 milliards d'euros de produits pétrochimiques vers l'Union européenne, creusant le déficit abyssal de la balance commerciale qui s'établit à environ 270 milliards d'euros. Lors de la négociation de cet accord dans le cadre du processus de Barcelone, l'Union européenne était formée uniquement de 15 pays, contre 27 aujourd'hui. Outre le fait qu'il a été très mal négocié, l'accord d'association de l'Algérie et l'Union européenne prévoyait un démantèlement tarifaire et douanier total en 2017 dans le but de créer une zone de libre-échange entre les deux parties. Vu la fragilité de l'économie algérienne, notamment depuis la chute du prix du pétrole en 2014, les autorités du pays avaient demandé un report de 3 ans de cette date. Or, en 2020, le président Tebboune, qui venait d'être élu, a refusé catégoriquement la mise en place de cette zone de libre-échange, essentiellement à cause de la vulnérabilité de ce qui reste du tissu industriel national qui a été fortement démantelé durant la décennie noire des années 90 suite à une application démesurée du plan de restructuration imposé par le FMI. Dans ce contexte, l'Union européenne a annoncé vendredi 14 juin, dans un communiqué, avoir ouvert une procédure de règlement des différends contre son partenaire algérien qu'elle accuse de restreindre les exportations et les investissements par une série de mesures adoptées depuis 2021. Ainsi, quel est le bilan actuel pour les deux parties de cet accord entré en vigueur depuis 2005 ? Pourquoi le président algérien juge-t-il nécessaire de le revoir de fond en comble, clause par clause? Quelle est la vision du gouvernement concernant cette révision, à même de l'accorder avec le plan de développement économique et industriel promu par le gouvernement? En cas d'échec des négociations avec l'Union européenne, quelles pourraient être les options de rechange dont disposerait Alger? Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur l'économie et la sécurité algérienne, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aïtali Braham. Ferhat Aïtali, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour. Alors, intervenu
dans un contexte où l'Algérie se relevait d'un lourd et douloureux passif politique et économique dû à la décennie noire des années 90. Cet accord qui devait ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le pays aura évolué selon beaucoup d'experts, notamment algériens, à contre-courant des attentes et des intérêts nationaux. Alors, Farhat Aïtali, après 19 ans de sa mise en application, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Que pensez-vous de son bilan et pourquoi n'a-t-il pas atteint les résultats escomptés par la partie algérienne? En tout cas, selon les experts, en conséquence, l'Algérie ne cesse d'appeler à sa révision. Je dis bonjour à tous vos auditeurs. Avant de parler du bilan de cet accord qui était prévisible au demeurant depuis le premier jour de sa signature, je pourrais quand même rendre justice aux autorités algériennes de l'époque. À cette époque-là, en 2002, le président Bouteflika avait comme mission de l'État, enfin, des décideurs du système et de la société en général de remettre un petit peu l'Algérie en bonne entente avec son environnement immédiat et l'environnement international plus large. Donc, on avait des problèmes durant les années 90, des problèmes sécuritaires, aussi des problèmes économiques qu'il ne faudrait pas oublier qu'entre 1986 Absolument. et 2001, les cours du pétrole et du gaz étaient quasiment au plus bas. Mhm. Les rentrées de l'Algérie en 2002 ne dépassaient pas les 18 milliards de dollars, avec des importations qui s'imposaient en expansion du fait que, après la fin de la période chaude du conflit interne, il fallait tout reconstruire, il fallait tout relancer, à commencer par l'espoir de la société algérienne d'une ère nouvelle. Donc, il nous fallait quand même nous repositionner au plan international. D'ailleurs, vous allez constater que dans cet accord, il n'y a pas que le volet économique. Oui, Il y a oui, des volets concernant même la politique interne de l'Algérie qui devait se mettre au diapason de la vision européenne de la gestion des sociétés, de la démocratie, des droits de l'homme. Disons, ça, c'était des exigences européennes qui ne pouvaient pas être refusées ni contournées à une époque où notre besoin était de se replacer politiquement et de se replacer aussi c'est-à-dire que économiquement l'Algérie n'avait pas les moyens sur les d'imposer quoi que ce soit. D'accord. C'était ça où les Allemands, face à un Occident qui était en pleine expansion, qui était quand même dans une période que je pourrais qualifier d'agressive. Il ne Mhm. faut pas oublier qu'une année auparavant, c'était la guerre totale sur l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre, et Absolument. une année après, c'était la conquête de Bagdad. Oui, oui, oui. Donc, se remettre un petit peu dans la bonne vision de l'entourage immédiat était un impératif de sécurité nationale, un impératif, D'accord. je dirais, de survie économique et politique. Il fallait aussi positionner le gaz et le pétrole algérien dans un marché qui n'était pas vraiment en pleine expansion. Ce n'est pas le cas des années à partir de 2005 où le pétrole a repris sa place sur le marché mondial, où quasiment il avait atteint des sommets jamais atteints auparavant. Là, nous parlons D'accord. de 2002. D'accord. Donc en 2002, on ne peut pas jeter la balle aux négociateurs algériens qui avaient d'autres impératifs, d'autres objectifs et peut-être même l'obligation de faire des concessions qu'ils n'auraient éventuellement jamais fait en 2010, par exemple. D'accord. Donc ces concessions-là, moi, je ne les condamne pas, et encore moins les auteurs de cette négociation. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'à partir de 2005-2006, là où les revenus du pays commençaient à s'améliorer, où pratiquement notre isolement politique était du passé, nous Mhm. avions pu quand même rembourser une grande partie de la dette extérieure à partir de 2005, hein, Mhm. parce que la hausse des prix du pétrole a suivi immédiatement la guerre en Irak. D'accord. Juste après la conquête de l'Irak, la donne économique a changé, la donne géopolitique d'ailleurs a changé. Donc, je crois qu'il aurait fallu, là, justement, en 2005, ou peut-être maximum en 2006, dès l'entame de la mise en place du volet économique, surtout de l'accord d'association, il fallait revoir avec l'Union européenne, qui n'avait déjà pas encore vraiment bénéficié des avantages de cet accord, qui n'avait
pas encore goûté déjà aux fruits de son accord, de le renégocier, de rationaliser. Il ne fallait pas attendre justement que l'Union européenne puisse vendre en détaxe des contingents, puisse avoir des remises de taxes sur beaucoup de produits jusqu'à l'arrivée en 2012, on était peut-être à 50% ou à 60% du démantèlement pour certains produits. Là, c'était difficile de renégocier. D'accord. Néanmoins, le gouvernement algérien de l'époque avait essayé de renégocier le volet douanier. Et ils ont réussi parce qu'il y a une clause dans l'accord d'association qui permet un délai, un report de certaines positions tarifaires en termes de démantèlement. Ça permettait un report de 36 mois, ce qui nous a été accordé. Ça a été accepté parce que ce qui devait être fait en 2017 il est arrivé en 2020. Mais c'est toutes ces années entre 2006 et 2012 et même 2020 qu'il fallait se questionner sur la finalité de cet accord. Pas à ses débuts. À ses débuts, on a compris sa finalité. D'accord. D'accord. Mais au Mais milieu, disons donc, là, effectivement, je crois que on ne peut que vous l'accorder. Bien sûr qu'en 2002, l'Algérie était très, très affaiblie. Situation économique et sociale et sécuritaire très délicate et isolement international, ça, on ne peut que vous l'accorder, effectivement. Mais actuellement, c'est-à-dire après sa mise en application entre 2005 et 2024 actuellement, est-ce que vous jugez le bilan négatif, comme disent la majorité j'ai dit tout à l'heure qu'il était catastrophique et prévisible. Moi, je D'accord. n'ai pas attendu de faire le bilan parce que, en général, ceux qui font le bilan à la fin ne sont pas vraiment des gens très éclairés. Parce Mhm. que les prévisions de bilan elles sont beaucoup plus intéressantes que les bilans. D'accord. Il était évident qu'un pays qui n'avait strictement aucun tissu industriel, parce que durant les années 90, au-delà des problèmes qu'on a eus avec les groupes terroristes qui ont cassé une partie de la machine, il y avait aussi une politique de casse de ce qui est resté de résiduel de l'industrie algérienne. Donc, Absolument. on s'est basé sur la promesse des Occidentaux de la relancer sur un modèle libéral avec leurs investissements. Mais il fallait s'attendre à ce que un pays en déshérence industrielle, en désertification agricole, parce qu'une bonne partie aussi à l'époque des populations avaient quitté les zones rurales pour monter vers les villes pour se protéger dans certaines zones, qui se lance dans un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange, en général, il n'est exigé, il n'est demandé, ou même, je dirais, négocié, que par des partis qui ont quelque chose à vendre. Un Absolument. démantèlement tarifaire ne D'accord. profite qu'aux fournisseurs. Les Anglo-Américains, ils l'ont imposé à la canonnière aux Chinois. Mhm. D'accord, Et bien. Alors les Chinois là, ont refusé à l'époque. c'est clair. Alors maintenant, j'aimerais bien donc aller un peu en profondeur pour montrer où est-ce que ça coince ou ça grince. Alors pour la partie algérienne, euh, la zone de prospérité partagée, donc promise par le partenaire européen, n'a pas été au rendez-vous. C'est ce que vous venez d'expliquer maintenant. Et pour cause, d'abord, il cite pas mal d'éléments importants. D'abord, les EDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, selon les Algériens, ont été légués au second plan au profit du commerce, c'est ce que vous voulez dire d'ailleurs, alors que les pertes subies par l'économie nationale reflétaient au niveau de sa balance des paiements, s'aggravaient d'année en année pour atteindre des seuils critiques actuellement. Alors, autant d'arguments qui ont prévalu dans la démarche des autorités algériennes actuelles, euh, mais aussi en 2017 pour le report à septembre 2020, enfin pour le report de l'application, de la mise en application de la zone de libre-échange prévue déjà en 2017. Alors, Farhat Aitali, en décembre 2020, lors de la 12e session du Conseil d'association avec l'Union européenne, l'Algérie avait engagé de nouvelles concertations avec l'Union européenne pour une réévaluation de cet accord et éventuellement pour sa révision sur la base de l'équilibre entre les deux parties. Alors, ma question, où en sont ces négociations? Ont-elles avancé ou ont-elles échoué?
C'était plutôt la partie européenne qui, face à l'introduction d'une nouvelle taxe, d'un droit additionnel de sauvegarde que nous avions introduit à l'époque, en 2020, c'est plutôt la partie européenne qui avait voulu entamer une procédure de négociation au niveau du Conseil de l'Europe, Mhm. qui s'assimilait à une procédure d'arbitrage. Nous avions pris les devants à l'époque, on avait instauré le TAPS sans consulter les Européens. On n'avait pas demandé officiellement de révision, parce que quand on demande une révision, l'accord, il est clair en matière de procédure pour la révision. D'accord. L'accord d'association, la partie qui demande la révision doit soumettre ses demandes et préciser ce qui doit être révisé Mhm. définitivement, enfin, en gros, quoi, disant, il y a des volets aussi politiques. Moi, personnellement, j'aimerais bien réviser. Mhm. Moi, je suis un fervent défenseur des droits de l'homme, de la démocratie, enfin du droit en général. Mais je Mhm. vois très très mal, par exemple, un accord d'association qui donne à la partie européenne ou à toute autre partie d'ailleurs un droit de regard sur notre vision de ces volets-là et sur notre pratique dans ces volets-là. C'est comme se mettre pratiquement sous juridiction étrangère pour des pays qui relèvent de la souveraineté. Ouais. Je le répète, en 2002, on n'avait pas le choix. Mais maintenant, bon, tout ça doit être révisé, mais pour que tout soit révisé, il faudrait soumettre les articles à réviser partiellement ou intégralement dans une procédure qui, justement, devrait être négociée d'un commun accord entre les deux parties, l'Union européenne globalement, les 27 qui sont représentés par la Commission européenne, par le Conseil de l'Europe, et l'Algérie, qui est justement un partenaire unique face à ces 27. Et là, à ma connaissance jusqu'à présent, d'ailleurs même les Européens le disent, aucune demande de révision précise sur des articles précis n'a été soumise par la partie algérienne. Disons de manière unilatérale, nous faisons ce que nous estimons être bon pour notre économie et en politique en général, pour notre souveraineté. Donc, c'est les Européens qui estiment que les autorités algériennes dérogent aux clauses de l'accord. Ce n'est pas l'Algérie qui a pris les devants pour demander la révision, en disant qu'il y a eu presque une révision unilatérale sur certaines clauses, sans D'accord. consultation. Bon, les Européens estiment qu'à partir du moment où il y a un accord, il faudrait quand même discuter de sa révision avant d'entamer les changements. Mais moi, mon expérience personnelle avec les Européens actuels, hein, parce qu'on peut dire que les dirigeants européens actuels, ils sont tous cornaqués par des banquiers, eux-mêmes des banquiers à l'origine. Ouais. Euh, dans les révisions, dans les négociations, ils ne veulent strictement rien lâcher de ce qui leur est utile. Et je parle en termes financiers. Par exemple, D'accord. pour ce qui est du démantèlement tarifaire, s'ils voulaient réellement réviser en matière de démantèlement tarifaire, le DAPS, le droit additionnel provisoire de sauvegarde qui est prévu à l'article 42 de l'accord, même si nous ne les avons pas avertis auparavant avant sa mise en place, mais il est quand même prévu Mhm. pour une durée déterminée. Ils l'ont intégralement refusé. Ils refusaient de le discuter. C'est eux qui ont demandé à entamer des discussions à propos du TAPS, mais la discussion portait sur une sorte d'ultimatum pour y mettre fin. Alors imaginez un droit provisoire. Il voulait mettre fin à ce droit provisoire de manière immédiate. Je les vois très très mal accepter, sauf bien sûr contrainte, une contrainte économique ou je ne sais pas s'ils sont en position de faiblesse, ce dont je doute malgré le problème gazier, je doute qu'ils acceptent une révision de ce volet, surtout douanier. Pour le volet politique, ils s'en fichent royalement. Je crois que même s'ils n'acceptent pas la révision du texte en lui-même, mais pour ce qui est de son application et de sa pratique, les Européens en général, ils utilisent le volet politique pour des acquis économiques. Ouais. C'est ce que je reproche d'ailleurs aux Africains qui utilisent l'inverse et qui utilisent le volet économique pour des supposés gains politiques. Disons que D'accord. nous faisons des fois des sacrifices pour avoir des amitiés. Eux ne font pas de sacrifices pour des amitiés. Eux, ils proposent des amitiés moyens rétribués.
Donc, D'accord. dans Alors, toute Farhat négociation, Italie, dans le communiqué de la Commission européenne, il est mentionné, donc je cite, que l'objectif de l'Union européenne est d'engager un dialogue constructif avec l'Algérie en vue de supprimer les restrictions dans plusieurs secteurs allant des produits agricoles aux véhicules à moteur. Euh, et puis, Bruxelles liste ainsi 8 griefs à l'encontre de son partenaire algérien. Parmi eux, un certificat exigé depuis 2022 pour importer en Algérie, mais qui est fréquemment donc refusé de manière arbitraire et immotivée et aux entreprises européennes. Et puis, un système de licence d'importation ayant les mêmes effets d'une interdiction d'importation. Voilà ce que dit le communiqué. Et puis, les Européens dénoncent aussi l'interdiction depuis cette année de domiciliation bancaire de toute entreprise important des produits en marbre et en céramique sous la forme finale qui équivaut de fait, comme dit le communiqué, à une interdiction d'importation de ces produits ou encore l'obligation pour les constructeurs automobiles d'intégrer un pourcentage croissant de produits locaux pour la fabrication de véhicules et des subventions conditionnées au respect de cette règle. Est-ce que les autorités algériennes avaient-elles raison d'imposer ces restrictions en contrevenant aux clauses de l'accord d'association avec l'Union européenne? voilà. Déjà, en lisant le communiqué européen, vous avez une idée précise sur l'aboutissement attendu de ces négociations. C'est une Oui, capitulation qu'il veut. Un absolument. dialogue constructif qui aboutit exactement à l'application de tous nos desiderata. Maintenant, on revient au deuxième volet de la question. Est-ce que les autorités algériennes avaient raison de faire ça en contrevenant aux clauses de l'accord d'association? Parce que c'est ça Les le autorités. problème. C'est ça qui motive Maintenant, là, justement la procédure à... Allez-y. là, vous me Allez. posez une question, je dirais piège, parce que là, j'ai mon point de vue aussi en tant qu'Algérien, au-delà des Européens, sur certaines mesures. Mhm, Maintenant, les autorités algériennes ont eu raison d'appliquer toute mesure tendant à sauvegarder l'économie nationale, à sauvegarder le petit bas de laine des réserves de change et toute mesure tendant à donner une chance à la production locale industrielle d'émerger. mhm, À partir de là, moi-même, j'étais auteur et acteur de plusieurs de ces mesures de sauvegarde. Maintenant, ils vous disent l'obligation d'intégrer le maximum d'inputs locaux dans l'industrie automobile. mhm. Si ça ne tenait qu'à moi, moi j'ai fait un texte dans lequel il était question de 30% au départ, bon, qui a été révisé à la baisse avec des taux que j'estime trop modestes et pas de nature à arriver un jour à 30%. Maintenant, l'Union européenne, même elle conteste l'essence même de ce texte. Et là, ils sont allés trop loin parce que l'accord d'association ne prévoit pas de piloter l'industrie algérienne en termes d'intégration à travers cet accord. Mhm. Rien n'oblige les Européens à s'inscrire dans cette industrie automobile et à exiger des taux d'intégration. Ils n'ont qu'à ne pas s'y inscrire. On ne les a pas obligés au Kalachnikov à investir ici. Et quand vous parlez d'Européens, il faut être franc. Les industriels européens impliqués dans cette post-intégration, c'est des industriels français. D'accord. Nous n'avons pas des Polonais, des Hongrois ou des Irlandais dans cette histoire. Et d'ailleurs, on va en reparler de cette histoire-là d'Europe et de France. Mhm. Donc, à partir de là, ils veulent discuter pour arriver à pratiquement mettre en place tout ce qui a été convenu initialement. Dans l'accord d'association, ils ont même rajouté des choses qui, à mon sens, ne sont pas prévues dans l'accord, comme la discussion des taux d'intégration de Mhm. l'industrie algérienne, dans n'importe quel produit d'ailleurs, ça ne les regarde pas. Ça. Ils ne sont pas obligés d'investir. On peut ramener des Non, Boliviens investir. parce que moi pour moi, et je parle sous votre contrôle, euh, un accord, bien, on est appelé à le respecter. OK, un contrat, on est appelé à le respecter. Mais au-delà de la légalité qu'impose un accord, il y a quand même aussi un principe de justice et de légitimité. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y, allez-y. En droit devant un arbitrage neutre,
Un accord, ça se respecte ou ça se dénonce. Ça ne se contourne pas. Mhm. Là, on va aller, on oublie, nous les Africains, on oublie les Européens. On parle d'un accord entre deux parties X et Y. Si elle passe à un arbitrage neutre devant une autre tierce partie qui n'a rien à voir, un accord, ça s'applique. Oui, Ceci dit, le fameux accord, eux, n'acceptent pas de le réviser vers son application intégrale et nous savons que son application intégrale, c'est la faillite clé en main. C'est le refus de toute émergence d'un tissu productif national. oui. Et aussi, ça pose un sacré problème parce que ici, d'autres partis sollicités pour investir ou pour avoir un partenariat avec nous exigeaient la même chose. Ce qui serait de bon droit, non? On Absolument. va se retrouver. Eh Puisque ben, l'Algérie offre ce genre d'avantages aux eh Européens, ben, pourquoi pas aux donc, Chinois, donc, aux Indiens, aux ouais, Américains? ouais, ouais, et donc, dans ce cas précis, moi, personnellement, j'ai toujours milité pour sa dénonciation pure et simple. D'accord. Il existe un article 107, eux n'accepteront jamais de le réviser. Maintenant, avoir de bonnes relations avec l'Europe ne passe pas forcément par un accord bilatéral avec une entité multilatérale. L'Europe, c'est un continent. Oui. Au contraire, moi On y j'estime que reviendra dans la deuxième partie, Monsieur Faitali. Juste pour terminer cette partie, il y a une dernière question. Alors, si l'Union européenne reste le premier partenaire commercial de l'Algérie, représentant un peu plus de 50% des échanges extérieurs de cette dernière, les exportations européennes ne cessent de diminuer depuis une décennie, à peu près de 22,9 milliards d'euros en 2014 à 14,9 milliards l'an dernier, soit une chute de 45%. Alors, la Commission dit également avoir envoyé des représentants à Alger en janvier pour tenter de résoudre les différends, mais en vain. Et d'où cette procédure destinée à préserver les droits des entreprises européennes et ainsi de suite, exportateurs européens en Algérie. Et elle dit, en plus, le communiqué dit au passage que les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d'un choix de produits indûment restreint. Alors, une dernière question. L'Union européenne a-t-elle les moyens juridiques d'imposer à Alger la levée de ces restrictions? Et l'Algérie n'a-t-elle pas le droit de penser à la sauvegarde et au dopage de son industrie locale? Qu'en je dis pensez-vous? bien il y a le volet juridique et il y a le volet pratique. Le volet juridique fera en sorte que l'arbitrage se fera au profit de l'Union européenne. D'ailleurs, la structure d'arbitrage, elle est propre à l'accord. Un langage que des parties concernées, en l'occurrence l'Union européenne et l'Algérie. Donc forcément, ça va basculer du côté de l'Union européenne, surtout que l'accord, il est clair en matière de révision. Par contre, en matière de mise en pratique Mhm. de mesures de rétorsion, économique, je dis bien économique, je vois très très mal l'Europe pouvoir imposer une quelconque mesure de rétention dans la mesure où ça nuirait à ses exportations vers l'Algérie, qui, elle, en ce moment, que je dirais nous avons une position de force temporaire, exporte vers l'Europe des produits dont l'Europe ne peut pas se passer, en Mhm. l'occurrence les hydrocarbures. Oui, Il se le trouve que gaz les en particulier. exportations, il se trouve que les exportations se font vers deux ou trois pays d'Europe de manière massive. Bon, les autres, ils sont un peu plus ou moins alimentés, mais massivement, vous avez l'Espagne, et surtout l'Italie en premier, l'Espagne et la France. À partir de là, je vois très très mal l'Europe en train de prendre ces trois pays-là surtout, en train de prendre des mesures quelconques pour imposer leur désidératat d'Algérie, surtout qu'ils n'ont pas rempli leur part de l'accord en matière de visa, en matière de libre circulation, en matière de recherche scientifique, en matière de transfert de savoir-faire. Moi, Oui. personnellement, je l'ai constaté depuis la signature de l'accord, le seul savoir-faire qu'ils ont transmis, c'était en matière de pillage et en matière de faux investissements bidons. Oui. Donc là, pour un savoir-faire, on pourrait s'en passer quand même. On a des locaux qui ont autant de savoir-faire. D'accord. Donc, je vois très mal ce que pourrait faire l'Europe. Là, dans la pratique, on est en position de force, mais juridiquement, ce n'est pas défendable. Vous D'accord. savez, il y a beaucoup de causes justes qui ne peuvent pas être défendues par un avocat parce que en la forme, elles sont fausses, elles sont mal présentées.
OK, OK. En réponse aux propos du président Abdelmadjid Tebboune, euh, je veux dire les propos qu'il a tenus en décembre, enfin en novembre 2021, l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, Thomas Eckert, avait confié le 7 décembre 2021, donc la même année, à l'hebdomadaire Al-Khabar Al-Siyasi, que sa représentation n'a aucune idée du contenu de l'éventuelle révision évoquée par le chef de l'État. Donc, je cite, il dit nous n'avons pas reçu pour l'heure de propositions officielles détaillées sur la révision de l'accord d'association de la part du gouvernement algérien. Il rajoute certes, il faut revoir l'accord d'association, mais avec une vision claire de ce que nous voulons réellement. Voulons-nous une révision totale de l'accord d'association? Voulons-nous revoir quelques aspects de l'accord? Et si c'était le cas, quels seraient ces aspects? Fin de citation. Alors, ma question, est-ce que les autorités algériennes ont depuis remis une proposition de révision de cet accord à la Commission européenne? Et quel est son contenu et quels sont les aspects qui sont mis sur la table? Si ce n'est pas le cas, à votre avis, quelle démarche devrait suivre le gouvernement algérien dans cette situation? Personnellement, je ne suis pas au courant des détails. D'ailleurs, je ne suis pas habilité à le savoir. Et même si je le savais, d'ailleurs, je ne donnerais pas le détail de quelque chose que les autorités n'ont pas annoncé officiellement aux Européens. Ceci dit, la déclaration du représentant de l'Union européenne à Alger me paraît quand même véridique dans la mesure où s'ils avaient reçu quelque chose, rien n'oblige un diplomate en poste a refusé de reconnaître avoir reçu quelque chose. D'ailleurs, le président de la République a dit que l'Algérie se proposait de réviser cet accord. Il n'a pas dit que nous avions envoyé une proposition de révision, parce que c'est tout un travail, une proposition de révision. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a les mesures qu'on veut demander à réviser. Si on doit demander une révision partielle, il faut les étayer, il faut les préciser. C'est des milliers d'oppositions tarifaires. Des fois, on peut réviser sur certains produits et pas sur d'autres. Maintenant, si c'est la lettre et l'esprit de l'accord que nous voulons réviser, ça, c'est une autre paire de manches. Là, c'est une discussion qui pourrait se dérouler à des niveaux très hauts en politique entre des chefs d'État Mhm. engagés dans l'Union européenne, mais à titre souverain, disant en tant que chef de leurs propres États. Parce que là, ça s'est discuté en 2002, non pas avec des techniciens, c'est les techniciens, ils ont juste mis en place ce cadre contraignant, mais la volonté politique, la volonté définitive, c'était celle des chefs d'État. Et je crois qu'à l'époque, il y avait Jacques Chirac en France, c'est lui qui avait chargé Sarkozy de piloter une espèce comme ça d'espace euro-méditerranéen ou un projet qui a d'ailleurs le processus de Barcelone, un projet qui a fait long feu, qui n'est pas allé très loin après, juste après la guerre en Irak, le projet il a connu quand même un avenir pas très brillant. Donc à partir de là, l'Algérie, si elle doit, elle, demander la révision, elle doit préciser, comme l'a dit le représentant de l'Union européenne, les modalités, les points précis de la révision et la finalité de cette révision. Je ne pense pas que ça a été fait, autrement il l'aurait dit. D'accord. Sur le bureau du Conseil de l'Europe, je ne pense pas qu'il y ait eu cette demande. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont plus ou moins, je dirais, impatients de voir la levée des restrictions qui leur paraissent illégales au vu de l'accord, hein, qui leur paraissent contrevenant à l'accord. Ils veulent la levée unilatérale, immédiate et sans condition des restrictions. Je crois que c'est sur ça que va porter la procédure contentieuse. Y compris l'exigence qui n'est pas, elle, justement prévue dans l'accord d'association, de s'immiscer dans les taux d'intégration interne de l'industrie algérienne. Ça, c'est un abus dont je connais et je devine l'origine exacte. Ce n'est pas l'Europe, c'est un pays précis en Europe. D'accord. La France. Ah ben oui, forcément, qui a des constructeurs ici, qui exigent pratiquement que ce soit leur desiderata qui nous servent de base de législation en Algérie. J'ai eu Alors, affaire à eux en 2000. maintenant, Farhat Italie, si on pose un peu le problème en termes de rapport
de rapport de force économique, disons économique et puis politique. On sait que les deux choses sont liées. Alors, ce qui distingue cet accord, c'est qu'il met à contribution deux parties de très inégale importance. Pourquoi? Parce que le PNB de l'Union européenne est plus de 100 fois plus élevé que celui de l'Algérie. De sorte que les niveaux d'influence mutuelle ne sont pas les mêmes, et c'est clair. Et l'Algérie représente moins de 1% du commerce extérieur de l'Union européenne, mais l'Union européenne représente 55% de celui de l'Algérie. Ce qui fait que les chocs éventuels ne frapperont pas les deux parties avec la même violence. Et dans tous les cas, c'est l'Algérie qui sera l'origine ou l'épicentre du séisme, car les négociations n'ont été qu'une formalité qu'elle a avalisée et non pas le résultat de négociations entre deux partenaires. Je crois que vous l'avez pas mal expliqué, c'était à cause du contexte géopolitique et politique interne euh, au moment de la signature de l'accord. Mais néanmoins, on ne pourrait expliquer autrement certaines clauses qui tiennent peu compte de la réalité de l'économie algérienne. Alors, dans le contexte actuel, maintenant passons, oublions celui qui a été, euh, disons, qui a présidé à sa signature en 2002. Mais aujourd'hui, ou après 2005 ou 2006, faut-il en conclure que l'Algérie n'aurait pas dû signer cet accord pour se suffire d'une adhésion à l'OMC qui contiendrait en puissance le contenu de l'accord. On aurait pu, c'est-à-dire l'Algérie aurait pu négocier ça dans le cadre de l'OMC au lieu de négocier avec un bloc de 27 pays. Je ne le pense pas. J'ai dit qu'il y avait en 2002 des impératifs politiques précis. Oui, oui. Nous sommes toujours d'ailleurs dans un environnement, un voisinage qui était à l'époque assez pesant, mais qui est quand même notre voisinage avec lequel on devait rétablir des relations plus poussées, avec lesquelles même actuellement on doit avoir de bonnes relations. Absolument. Nous ne La sommes pas géographie ne pratiquement. changera jamais. La géographie ne Voilà, changera jamais. oui, plus que la géographie, nous avons la proximité, l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui nous poussent à ne pas être en position d'hostilité avec notre voisinage de la rive nord, Méditerranée, et Mhm. encore moins en position de soumission. Bon, à cette époque-là, il était question d'accepter un état de fait, mais moyennant des promesses. Pas des promesses qui, de toute façon, n'ont jamais été tenues, qui n'allaient jamais être tenues. Parce que comme dirait Coluche, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, jamais ceux qui les font. Mhm. Donc, ces promesses de participer à promouvoir une économie algérienne, une industrie algérienne productive, tout ça, c'était du pipeau dès le départ. On n'exige pas du libre-échange pour vendre ses produits, pour en même temps encourager le client captif à s'autonomiser. Ça ne tient pas la route comme logique dans une négociation. Mhm. Bon, ceci dit, à cette époque, je dis en 2002, nous ne pouvons rien condamner. Mais après, il fallait revoir la chose rapidement avant que ça ne prenne des proportions alarmantes, mais aussi avant que les Européens ne considèrent que c'est un acquis irréversible, que c'est une proie qu'il ne faut pas lâcher. Parce qu'à partir de 15 ans, de 20 ans d'un état de fait, les gens ont tendance à le prendre pour un droit acquis. Si nous revenons maintenant à l'OMC, même aujourd'hui, l'Algérie n'a strictement aucun intérêt à adhérer à l'OMC dans l'immédiat. Nous n'avons pas des capacités ni des atouts de profiter en contrepartie d'un accord de libre-échange ou de conditions du libéralisme économique, alors que nous avons besoin d'un minimum de protectionnisme pour émerger. Absolument. D'ailleurs, les Européens eux-mêmes font du protectionnisme avec la Chine. Les Américains Oh, aussi. Les ben oui, ben, Américains, quand il s'agit en, de défendre leurs intérêts, euh, en contradiction avec les règles de l'OMC qui savent lire quand même, parce qu'il y a certaines règles qui permettent certaines brèches. Et comme en général, ils font une lecture unilatérale,
occidentale, ben, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais eux, ils ont les moyens de faire leur lecture unilatérale. D'autres partenaires qui s'inscrivent dans un ensemble global, parce que l'OMC, c'est une organisation globale. Déjà, en s'y inscrivant, on aurait été obligé de faire exactement comme avec les Européens, d'abdiquer une certaine souveraineté pour imposer des règles administratives, des règles juridiques à la restriction des importations. Ce que moi, je n'aime pas trop, hein, même moi, je suis algérien, je n'aime pas trop qu'un bureaucrate puisse décider de ce qui doit être importé ou non. Moi, j'aime les barrières douanières. Moi, je fixe des taux de douane quand un produit me dérange. J'essaie d'augmenter les droits de douane sans consulter personne. Mais de là à dire quel est le quota, qui c'est qui le prend, à quelle date et comment, ça ce n'est pas ma tasse de thé. Je Mhm. n'ai jamais été partisan de cette vision de l'économie. Ceci dit, protéger son marché local, protéger son économie nationale contre des partis qui veulent vous pomper jusqu'au dernier dollar que vous avez pu, de leur point de vue, leur soustraire grâce à une source d'énergie, parce que dans leur esprit, le pétrole qu'on leur vend doit être compensé par l'achat de produits équivalents si ce n'est pas supérieur. Parce que vous vous dites il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, vous le calculez en matière de produits manufacturés et hors hydrocarbures, en Mhm. considérant les Absolument. hydrocarbures comme étant une sorte de passage obligé pour eux. Mais dans leur logique à eux, les hydrocarbures, c'est une position tarifaire douanière. Donc, si on doit faire les calculs, on les fait avec toutes les importations et toutes les exportations. Ce n'est pas à Et part. eux, ils vont vous. Et ben oui, ils vont vous dire, écoutez, messieurs, nous, on vous importe peut-être par année pour 2 milliards de produits hors hydrocarbures, mais on vous importe pour 20 milliards d'hydrocarbures. Donc, dans les faits, une partie de vos devises nous revient. Nous sommes de bons clients, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas de bons fournisseurs. C'est ça l'argument sur lequel ils avancent. Et c'est un argument qui tient la route dans leur logique, enfin dans la logique économique. Il n'a jamais été question de dissocier le volume des exportations en hydrocarbures et hors hydrocarbures, ni dans l'accord, ni dans Et l'esprit des pourtant, et négociations de pourtant, et demain. pourtant, le marché des hydrocarbures, c'est quelque chose qui se fait à part. C'est un marché à part, carrément à part. On ne Non, devrait pas lier les deux choses. non, justement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire, ils sont à part si demain le monde passe à une source d'énergie alternative, on serait heureux que les hydrocarbures deviennent une marchandise comme une autre. Parce qu'ils risquent de devenir à D'accord. part au point de ne pas être achetés. Parce qu'il fut une époque, eux, ils ont toujours le souvenir d'une époque où on devait négocier pour leur vendre. Quand il y avait la crise mondiale à Reverso, quand il fallait vendre durant les années, fin des années 80 et des années 90, début des années 90, quand les pays producteurs se faisaient une concurrence même déloyale, ils cassaient les prix pour positionner leurs produits hydrocarbures. Les Occidentaux, qui étaient de gros clients à l'époque, la Chine n'avait pas encore très bien émergé, les Occidentaux pratiquement étaient des clients, je dirais, à charmer. Donc ces gens-là, ils vous disent, écoutez, vous nous vendiez du pétrole, non, on vous a bien pris votre pétrole, bon, au rabais, d'accord, mais à une époque où on pouvait en acheter ailleurs, et bien maintenant, vous prenez nos produits à une époque où vous pouvez acheter ailleurs. Moi, quand je négocie avec quelqu'un, je ne parle pas du principe que moi j'ai raison, lui il a tort, moi j'ai compris, lui il n'a pas compris, j'essaie d'entrer dans sa tête. Je défends mes intérêts, j'ai mes positions, mais j'essaie quand même d'analyser un petit peu son système de réflexion. Oui. Sinon, on a toujours des mauvaises surprises à l'arrivée quand on essaie de réfléchir en lieu et place de l'adversaire ou du partenaire. Vous pouvez appeler ça comme vous D'accord. voulez. Donc, Alors, Farhat Itali, est-ce que bloquer ou annuler ou renégocier les accords d'association ou de libre-échange avec l'Union européenne servirait à quelque chose euh, si oui, cela n'est pas accompagné en parallèle par la mise en place d'une vraie stratégie de développement industriel national à marche forcée, c'est possible, comme l'a été le cas après l'indépendance, notamment sous Boumedienne en Algérie.
chose qui fait malheureusement cruellement défaut à l'économie algérienne depuis près de 40 ans maintenant. Qu'on parle d'industrialisation, de développement d'une industrie agroalimentaire intégrée, d'une agriculture technologique, de telle façon à l'Algérie demeure encore à ce jour un grand importateur de blé dans le monde. Et puis, la suspension ou la réduction de l'importation de produits finis ou semi-finis, si elle n'est pas remplacée par la production nationale, peut créer aussi une grave inflation qui serait suivie de troubles, qui sait, c'est-à-dire, à Dieu ne plaise, sociaux pouvant éprouver sévèrement la sécurité nationale. Nous l'avons vu ces dernières années avec ce qu'on appelle les manifestations ou les troubles de la faim ou les manifestations de la faim. Alors, comment mettre l'économie algérienne, et à travers l'économie algérienne, on peut même extrapoler un peu à beaucoup de pays, notamment africains, sur la voie de la production et de l'industrialisation afin de satisfaire son marché national et ouvrir d'autres à l'exportation et pourquoi pas vers l'Europe. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse pour commencer. Pour les manifestations de la faim, il n'y en a jamais eu en Algérie, même sous le colonialisme. Et même sous le colonialisme, la seule Ouais, fois où la population a manifesté, c'était pour appuyer le FLN en 60, en décembre 60 et en 45 pour le PPE, MTLD. Donc depuis l'indépendance, les Algériens n'ont pas cette mauvaise tendance à manifester pour la faim. Ils manifestent beaucoup plus pour le droit, pour les droits, par mécontentement, parce que des fois, il y a des climats politiques comme ça qui sont pesants et bon, ça se déclenche. Mais ceci dit, pour ce qui est de l'industrie algérienne, elle n'émergera jamais avec ce genre d'association et encore moins avec ce genre de partenariat. Ça pour commencer. Deuxièmement, nous ne serons pas compétitifs même avec un accord de libre-échange, même avec zéro droit de douane pour un produit manufacturé algérien vers l'Europe, nous ne serons pas vraiment compétitifs, nous ne produisons pas la quantité nécessaire ni la qualité nécessaire, pour l'instant du moins, justement à cause de cet accord qui permet qu'on soit inondé de produits face auxquels aucune industrie algérienne ne pourra jamais être compétitive. Et en plus, il y a certains investissements qui sont des importations déguisées. Eux, ils se plaignent, par exemple, de l'obligation du 51-49 pour l'achat-revente en Algérie, pour les sociétés étrangères qui veulent exercer dans le domaine du commerce. Cet article-là, c'est l'article 49 de la loi de finances complémentaire pour 2020, c'est moi qui l'ai intégré dans la loi de finances complémentaire. Parce qu'avant, il y avait la loi de finances complémentaire pour 2009 où il était question de 51% pour la partie algérienne exigible pour l'investissement, ce qui était une casse, et ce qui était une obligation à l'Algérie d'investir ses propres fonds, d'investir elle-même dans n'importe quoi, dans n'importe quelle industrie, même si c'est avec un géant mondial. Ce qui ne dérangeait pas trop les Européens qui ne comptaient pas d'ailleurs investir et qui ont toujours invoquer cet article-là pour dire, écoutez, vous nous obligez à avoir des associés, donc nous, on n'investit pas. Et ça ne les a pas trop dérangés d'ailleurs. Ils n'ont jamais réclamé l'abrogation de cet article. Par d'accord. contre, quand je l'ai enlevé pour l'industrie, on a mis le 41, 51-49 pour l'achat-revente, estimant qu'il n'y avait pas de raison qu'un étranger puisse être un revendeur sur le marché local, alors que nous avons des Algériens qui connaissent le marché, qui peuvent aussi bien le faire. Là, il y a eu une levée de boucliers européenne et particulièrement française dans les laboratoires dont les sociétés implantées en Algérie avaient pratiquement des filiales locales à 100% de droit algérien, mais à 100% à capitaux et à direction étrangère, ce qui leur permettait de contrôler et l'amont et l'aval de la chaîne. Et ben, cet amont et cet aval permettaient, avec justement un démantèlement tarifaire poussé à son maximum, sur certains contingents, ça permettait de récupérer les détaxes en droit de douane en majoration de prix. Donc, ce qu'on leur donnait en faveur douanière, ils le prenaient sur la facture initiale.
Mhm. Évidemment, en intégrant une partie algérienne dans l'opération, et ça devient difficile quand même. L'Algérien ne va pas s'impliquer dans une opération dont l'intégralité des bénéfices sont pompés ailleurs et dont l'intégralité des calculs se déroule ailleurs. Eh bien, ils n'ont pas aimé. Maintenant, ils ont intégré ça dans la procédure de contentieux au niveau du Conseil de l'Europe. Il y a des partis algériens aussi qui n'ont pas aimé ça, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je reviens à dire que cet accord, qui a été conclu initialement avec 15 pays, et non pas 27, Absolument. n'a pas profité à ce jour à tous les 15. Vous avez dit 70% pour 3 pays. Moi, je dis 50% pour un seul pays. Par Enfin, contre, les c'est autres ce qui que j'ai ont. trouvé. C'est ce que j'ai Voilà. trouvé. Et Donc, les, 50% donc pour la France, c'est ça. voilà, exactement. Et le reste, les 26, c'est 50. Et quand je dis les 26-50, vous pouvez prendre 20 à 25 pour deux autres qui ne sont pas de mauvais partenaires, avec lesquels on aurait pu construire un avenir industriel ou économique. Je parle de l'Italie et de l'Espagne. Sans le contentieux sur l'histoire du Sahara, l'Espagne aussi est un partenaire fiable en matière industrielle et économique. D'ailleurs, la structure de nos PME, de nos sociétés sont assez proches quand même. Il y a l'Allemagne qui était avec nous durant les années 70. Le gros des complexes industriels de Boumediene était allemand. Il venait de Rafah. D'accord. Donc, ces pays-là, on aurait pu discuter avec eux. Il y a des pays aussi européens qui sont compétitifs, très compétitifs en rapport qualité-prix. C'est les ex-pays de l'Est. Vous savez, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie, les ex-pays du bloc de l'Est, eh ben, bon, ils sont capables d'avoir des partenariats fiables avec nous sans avoir cette prétention. Et encore que comme on ne leur vend pas d'hydrocarbures, donc ils ne vont pas nous sortir cette histoire d'équilibre entre la balance générale. Mais jusqu'à présent, je crois que ça ne bénéficie pas à tous ces gens-là. Donc, des fois, quand on veut favoriser ad vitam aeternam la même partie, il est préférable de l'inviter avec la moitié du village. Comme ça, elle passe inaperçue. Moi, j'aurais préféré avoir des accords bien étudiés, bilatéraux, mais d'État à État avec chaque pays. D'accord. Et ne pas Rien négocier d'autre. en bloc. En bloc, non. En bloc, de toute façon, un petit n'a pas intérêt à s'impliquer dans un groupe, comme vous le disiez tout à l'heure, avec un PMB 100 fois supérieur, avec des prétentions qui datent de plusieurs siècles, avec des calculs d'avenir dans lesquels nous ne sommes pas programmés pour être fournisseurs et encore moins concurrents. Dans ces calculs d'avenir, nous sommes programmés pour être clients captifs pour les produits manufacturés et fournisseurs captifs pour les matières premières. C'est un petit peu le programme pour toute l'Afrique, hein, Non, globalement. Donc, à partir de là, je me vois très, très mal en train d'inscrire mon avenir dans les calculs de ce groupe. En Europe, il existe des pays, dans l'Europe du Sud et l'Europe du Nord aussi, qui ont tout intérêt, qui ont manifesté cet intérêt d'ailleurs, vis-à-vis de l'Algérie, d'avoir des relations économiques très poussées dans un cadre bilatéral. Mais ce cadre multilatéral qui offre tout au groupe ne laisse plus rien à offrir à ces pays. Pourquoi et diable donc, quelqu'un. qu'est-ce qui coince dans ça? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ne pas aller justement? Je crois que c'est clair. On négocie pas avec un géant quand on peut négocier avec les petites parties est-ce que Non, où est le les gars, problème? là, je suis en train d'afficher mes convictions. Oui, Le problème, il faudrait peut-être poser la question aux concernés. Moi, absolument. là, là, chacun a sa vision des choses, chacun a le droit d'avoir sa vision des choses. La différence entre le décideur du moment et le non-décideur, c'est qu'il y en a un qui peut les mettre en pratique et l'autre non. Mais sinon, moi, là, je parle de mes convictions. Qu'il n'y aura pas de promotion, de partenariat fiable sans qu'il y ait des avantages particuliers accordés je dirais pas au goutte à goutte, mais en contrepartie à chaque pays qui s'inscrit dans notre logique et qu'il ne peut pas y avoir d'accords bilatéraux de ce genre tant que cet accord multilatéral est de mise. Il est difficile de discuter quoi que ce soit avec Rome, Madrid, Paris, je ne sais pas moi, Stockholm, tant que vous passez par Bruxelles. À partir du moment où ils ont tout eu à Bruxelles,
Qu'est-ce qu'il veut bien vous demander à titre privé, à titre individuel? Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je peux offrir aux Italiens comme avantage dans le cadre de cet accord qui n'a déjà été offert à 100%? Donc, à Mais partir du moment dans, dans ce cas-là, Farhat Aïtali, est-ce que l'Algérie n'a pas tout intérêt justement à aller vers d'autres associés ou d'autres partenaires ou alliés comme les Russes, les Chinois et même les Iraniens et les Turcs pour lancer une étroite coopération scientifique, technologique dans le but de développer des industries performantes et compétitives qu'elles pourraient euh, exporter vers écoutez, l'Afrique. Hein? moi je, moi, je commence par revenir à la période des années 70. C'est pas la Corée du Nord au sens folklorique du terme. D'ailleurs, même si la Corée du Nord est technologiquement assez avancée, même si en termes de consumérisme, elle a une autre vision du monde. Oui. Je parle d'un protectionnisme bien calculé pour permettre l'émergence d'une économie sur la base d'une planification. Il n'y a pas d'économie sans planification, même en Occident. Le libéralisme lui-même, quand il arrive à sortir des limites qui lui ont été planifiées, il y a des redressements qui se font, il y a des recadrages qui se font. Donc, à partir de là, nous pouvons discuter avec tous nos partenaires. Quand je dis relations poussées, les relations poussées, elles se font en fonction de la partie d'en face, de ce qu'elle offre. Et quand vous dites les Chinois, les Russes, les Chinois et les Russes, c'est des alliés naturels anciens. Mais Mhm. ceci dit, aujourd'hui, nous sommes en 2024. À partir du moment où nous nous libérons déjà d'un fardeau de concessions qui ont été faites sans aucun résultat palpable à une partie précise de la planète, nous pouvons discuter avec nos amis anciens et avec nos nouveaux amis potentiels sur une base égalitaire avec tous les autres. En disant maintenant, là, nous pouvons offrir euh, périodiquement, temporairement, de manière limitée, partiellement, des avantages à quiconque sert nos intérêts. Et nous servirons ces intérêts en contrepartie. Quand cela cessera, on arrête nous aussi. Mais à partir du moment où vous avez une sorte de mariage qui vous oblige à des conditionnalités non révisables avec une partie du monde. Même les autres parties du monde seraient tentées de vous dire, écoutez, vous demandez à vos amis là, qui font l'objet de toutes vos sollicitudes. Les gens, ils rechignent à faire des concessions à quelqu'un qui les a toutes faites ailleurs. Mais maintenant, vous n'allez quand même pas faire les mêmes concessions au monde entier, sinon il n'y a plus d'économie là. On ferme la boutique et on s'en va. Donc, le seul moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est de revenir à une situation où personne ne prend rien sans rien donner. Et Voilà. justement, il se trouve que cet accord est le principal obstacle au retour à cet état de fait. Nous avons construit le gros de notre industrie, les plus gros complexes industriels qui ont été démontrés après, d'ailleurs en partie à cause de cet accord, et donc pas des résultats économiques de cet accord, nous les avons construits durant les années 70, entre 68 et 78, 10 ans, avec un peuple de 16 millions, dont la moitié analphabète, un pétrole à 3 dollars et aucun accord d'association. Nous étions amis avec l'Union soviétique, mais nous n'étions pas associés. Mais ce que l'Union soviétique avait fait pour l'industrie algérienne, aucun autre associé ne l'a fait après. Ouais. Et donc, à Non, partir de là, mais donc ce qu'a la Farhat Italie, est-ce que il n'est pas, pour aller droit au but, il n'est pas nécessaire de dénoncer complètement cet accord et de le laisser tomber et reprendre, reprendre le travail avec le voisinage européen autrement, et c'est tout. justement, moi, le citoyen italien, depuis 2005, depuis qu'on a remboursé la dette, je demandais la dénonciation. Je savais que les Européens ne le réviseraient pas. Bon, maintenant, regarde, écoutez, bon, vous ne voulez pas le dénoncer dans l'immédiat. Essayez, essayez de le réviser. Ils n'ont jamais essayé jusqu'à 2012, ils ont révisé quelque chose de vraiment petit. Ils ont révisé les 3 derniers taux du démantèlement. Le démantèlement devait s'échelonner sur 12 ans pour une seule liste, hein, parce qu'il y a une liste qui devait être démantelée en 2012, parce qu'il y a 3 listes. Oui, oui. Donc, celle de 2017, ils l'ont reportée à 2020. Mais le démantèlement avait commencé quand vous avez, par exemple, 30% de droits de douane en 2005.
En 2012, si vous enlevez 5,5% déjà, en 2012, vous êtes pratiquement à 10%. Alors les 10%, au lieu de démontrer à 2017, avec 2-3% par année, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à garder 6% pour 2020. Mais vous avez quand même perdu 24% entre-temps. Mhm. Automatiquement, même cette révision-là n'était pas vraiment une révision, c'était de la poudre aux yeux des deux côtés. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont accepté. Ce n'est pas par hasard s'ils ont accepté en 2012. Ça n'impactait pas leurs exportations. Mais là, maintenant, je vous dis, le gros impact sur l'Algérie qu'a occasionné cet accord, ce n'est pas ce qu'on voit sous forme de perte en droit de douane, parce qu'en droit de douane, on peut dire que sur des 20 ans, 20, ans, 19 ans, nous avons perdu au minimum, je dis bien au bas mot, 25 milliards d'euros D'accord. de trésor public. Mais là, je suis gentil, hein, parce que sur le taux le plus bas, c'est entre 5 et 15%. Sinon, si on prend certains produits au taux de 30, on peut aller au-delà. Donc, cette perte en droit de douane, qui a profité particulièrement à des entreprises précises d'un pays précis, là encore, je le répète, n'est pas la seule perte. La grosse perte, c'est d'avoir fait disparaître l'idée même d'investissement sérieux dans ce pays. La planification des investissements, les gros complexes industriels qui pouvaient servir de base, et je dis complexes publics, et quelques-uns plutôt rares privés qui devaient servir de base à l'émergence d'une industrie par induction, de la base jusqu'au sommet, mais les gros complexes sont toujours la base d'une industrie. Ils ont été mis à genoux par cette politique et par cet accord. Si aujourd'hui on se retrouve à chaque fois, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, je n'ai jamais compris, à solliciter un partenariat souvent boiteux pour lancer n'importe quelle filière stratégique, c'est parce que justement du fait de cet accord, on est arrivé même psychologiquement à mettre dans la tête de l'Algérien qui ne peut rien faire tout seul. D'accord. Aujourd'hui, Bien. l'Algérien, il s'associe avec n'importe qui sur n'importe quoi et dans n'importe quel sens. Mais alors que après 10 ans d'indépendance, il s'était lancé dans des industries de pointe à l'époque, qui allaient de la pétrochimie jusqu'à l'électronique, sans solliciter l'association de personnes et le partenariat de personnes, ni D'accord. même les capitaux de personnes. D'accord. Farhat Aitali, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère que nous avons réussi à décortiquer un peu cette problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.